immigration n'a pas fini de faire couler de l'encre et de susciter des réactions. Élus et associations d'aide aux migrants, de nombreuses voix de gauche se font entendre pour dénoncer ce qu'ils jugent comme une loi raciste. Pas une, mais 1000 lumières ont fait leur retour comme chaque année ou presque en cette fin d'année à Fitilieu. Dans son corps de ferme, Jean-Claude Guergui a imaginé des scénettes variées. Certains visiteurs viennent et reviennent. Et à presque 65 ans, le conservateur du musée de Grenoble quittera son poste à la fin de l'année. 21 années de passion au service de l'art et des artistes, mais aussi des visiteurs grenoblois et pas que. Guy Tosato nous fait le grand plaisir d'être l'invité du JT. On le retrouve dans quelques minutes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 21 décembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Mercredi soir, un rassemblement d'opposants à la loi immigration a réuni environ 200 personnes rue Félix Poula à Grenoble. Au surlendemain du vote du texte et au lendemain de la prise de parole d'Emmanuel Macron, des élus de la majorité municipale et des responsables d'associations d'aide aux migrants se sont eux exprimés ce jeudi. Ce qu'on sait dans tous les jours, c'est que moi, si je vais aller au restaurant, heureusement qu'il y a des cuisiniers qui sont étrangers. Si ma maman est en EHPAD, heureusement qu'il y a du personnel soignant qui est étranger, etc., etc. C'est dans tous les domaines qu'on a vraiment besoin de ces personnes. Et en plus, pour des raisons d'humanité et de fraternité, on a besoin de ces échanges. C'est ça qui nous nourrit, c'est ça qui nous rend plus riches. Et notre société est bien là pour partager. On est bien dans l'humanité. Oui, c'est un pas de plus en arrière. Mais un de plus, c'est un tout petit peu plus d'huile dans cet engrenage qui est l'engrenage de la peur, du racisme, de la haine. Voilà. Nous allons continuer à accueillir de façon universelle les personnes qui ont besoin d'être mises à l'abri et qui sont dans des lieux gérés par la ville. Pareil pour les transports en commun, où évidemment, nous, il n'y a pas de préférence nationale qui aille quand on veut aller vers des questions de gratuité liées aux personnes en situation de précarité. Nous continuerons à porter la gratuité pour toutes et tous, et pas que pour les bons Français de souche, parce que derrière, en fait, c'est ça. La seule question, c'est quand est-ce qu'on remontera aussi à combien de sang d'étrangers faut-il pour faire un étranger. Vous savez qu'il y a presque un tiers des Français qui ont au moins un grand-parent étranger. Et à Grenoble, on peut penser que c'est largement plus, parce que nous sommes une terre d'immigration. Christophe Ferrari, président de la métropole, co-signe lui un communiqué avec d'autres représentants de villes et territoires français qui affirment, je cite, « La préférence nationale n'est pas notre République ». Au département de l'Isère, les élus du groupe Union de la gauche écologiste et solidaire demandent au président Jean-Pierre Barbier de refuser d'appliquer la préférence nationale pour l'allocation personnalisée d'autonomie, comme le prévoit la loi. 32 départements de gauche s'y sont déjà engagés. Pendant un contrôle de des policiers grenoblois ont découvert des fusils d'assaut dans un sac de sport au pied d'un immeuble du quartier de la Luire à Échirolles. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans un appartement un étage plus haut, les policiers du RAID, appelés sur place en renfort, ont interpellé 4 hommes âgés de 21, 24, 32 et 36 ans, suspectés de vendre de la drogue et d'avoir cherché à se débarrasser des armes à l'arrivée de la police. Ils ont été placés en garde à vue. Des sourires quand même en cette fin d'année grâce à la passion d'un habitant de Fitilieu qui depuis 23 ans perpétue la tradition de Noël avec sa ferme aux 1000 lumières. Il reproduit des scènes de films, de livres et religieuses et accueille gratuitement des visiteurs à la tombée de la nuit. Suivez Les Étoiles du Berger avec Lina Badreddine. Tout avait débuté 23 ans plus tôt avec une exposition sur des habits monastiques. Depuis, la religion catholique cohabite ici avec la magie de Noël et des histoires comme celle du Petit Chaperon Rouge, de Davy Croquette ou encore des Misérables. Dans cet ancien corps de ferme, la ferme aux 1000 lumières vient éclairer les cœurs et les esprits pour les périodes de fête. Les gens, ils ont besoin de se ressourcer dans ces lumières. On est dans la grisaille, on est dans les drames, on est dans tout un tas de choses qui ne vont pas en ce moment dans le monde. Et bon, c'est terrible. Et là, on essaie d'apporter un peu de confort aux gens, de réconfort. Et les parents, à la période des fêtes de Noël, ils disent à leurs enfants, si vous êtes pas sages, vous n'irez pas à la ferme aux lumières. C'est magique. Ah oui, oui, c'est... On a plein les yeux. Ah oui, oui, c'est...
il y en aurait la moitié moins, on serait déjà ravis. Ouais. La moitié moins. Mais avec tout ce qu'il y a, c'est... Très beau. Ça laisse un peu sans voix, on ne peut pas décrire à sa juste valeur. Pour tout installer, les préparatifs débutent dès le mois d'août avec, pour le clou du spectacle, la crèche et les rois mages en résonance avec le côté religieux de la fête de Noël, mais toujours dans un univers enchanteur. Et quand les gens viennent, ils arrivent dans la scénette, là, tout de suite, on sait à quoi s'attendre. Par rapport aux personnes qui viennent, c'est très rigolo. Alors il y a des gens qui arrivent, ils disent « Oh, Ali Baba les 40 meneurs ». Oh, c'est les Qataris. Oh, une autre dame qui arrive, elle va dire « Ah, tu vois mon chéri, eh ben ça c'est les rois mages, il y a Balthazar, voilà. » On voit, il y a tout un cocktail de personnages, de personnes, et c'est ça qui est fabuleux, quoi. Et ce sont environ 15 000 visiteurs qui viennent admirer ce spectacle féerique chaque année. La ferme aux 1000 lumières est ouverte de 17h à 20h du vendredi au lundi jusqu'au 1er janvier. Et puis les brûleurs de loups connaissent désormais leur adversaire pour la finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Il n'y aura pas de derby puisque c'est finalement Dunkerque qui s'est qualifié mercredi soir aux dépens de Chambéry, toutes deux en D1. Dunkerque qui retrouvera donc les Grenoblois le 21 janvier à Paris. Guy Tosato décroche le 31 décembre. Son portrait quittera le musée de Grenoble après 21 ans de bons et loyaux services auprès des artistes et des visiteurs et de tous ceux qui auront travaillé avec lui. Parce que Guy Tosato, personne ne me croira si je le dis, mais vous avez près de 65 ans. Vous êtes un peu une pub vivante pour la loi retraite parce qu'on n'a pas envie de vous voir partir. Mais on est bien content que vous ayez accepté notre invitation. Alors bonsoir et merci beaucoup Guy Tosato. Bonsoir. Le musée de Grenoble, vous le connaissiez bien avant même d'y travailler puisque vous êtes grenoblois et c'est une rencontre qui a changé votre vie. Oui, vraiment. C'est un lieu qui a été très important pour moi à l'adolescence et c'est là que j'ai vu mes premières œuvres en fait. Et ça a été vraiment un lieu à la fois refuge et un lieu de révélation effectivement sur mes désirs, ce que j'avais envie de faire plus tard. Et ça a déterminé véritablement ma carrière donc dans le domaine des arts et de la culture. Ce musée, il était alors installé place de Verdun. Et une œuvre qui vous a particulièrement marqué, qui reste l'une de vos préférées, c'est un tableau de Modigliani. Oui, c'est un portrait de femme peint par ce grand artiste d'origine italienne. Et, comme vous oui, absolument. Et donc, qui était, comme beaucoup d'artistes au début du XXe siècle, parti à Paris pour se faire connaître, qui est mort très jeune. Hein, c'est une vie très romantique. Et en même temps, c'est un artiste qui a conjugué de manière admirable classicisme et modernité. Il y a des petits airs de Joconde dans ce portrait. Certainement, oui. Et sous votre direction, la fréquentation du musée, les gens qui sont venus voir, notamment ce Modigliani, est passée de 134 000 à 200 000 visiteurs par an, même du monde entier. C'est une fierté. Oui, c'est en tout cas le signe que ce que nous proposions, eh bien, rencontrer le public, les goûts, les aspirations, les attentes d'un public de plus en plus large. Donc, et je dirais que la question du chiffre n'est pas une finalité en soi. Hein. C'est aussi créer du plaisir, du bonheur, éveiller la curiosité, agrandir l'horizon. Il est vrai que le musée de Grenoble a une des plus belles collections de France. Oui, c'est vraiment, on peut le dire, hein, c'est un des joyaux des musées français, ce musée de Grenoble. Il faut vraiment, tout le monde le sache de plus en plus. Il faut vraiment y aller, il faut le défendre, il faut l'aimer, parce que, eh bien, il y a à la fois des chefs-d'œuvre d'art ancien et puis une des plus belles collections d'art moderne. Alors, il y a eu des expositions avec des grands noms, Picasso, Kandinsky, Chagall, Bonnard. Est-ce que c'est facile, quand on est musée de Grenoble, de convaincre de nous prêter ces œuvres de cette qualité ? Alors, c'est jamais facile d'obtenir des prêts, de fait, même si on est le musée de Grenoble. Cela étant, ça facilite les choses quand même, d'avoir aussi une grande réputation. C'est-à-dire que la réputation du musée de Grenoble, elle est ancienne, et notamment autour de la modernité. Donc c'est vrai que lorsque j'approche le directeur du Centre Pompidou, ou la présidente du Louvre, ou la présidente du musée d'Orsay, il y a une sorte d'a priori favorable. Ensuite, il faut
pouvoir proposer des projets qui soient originaux et qui puissent séduire. Oui, parce qu'une exposition, c'est pas juste accrocher quelques œuvres avec des cartons, c'est plus que ça. C'est un long travail. Oui, on l'espère en tout cas. Alors vous parliez du musée du Louvre et le rapprochement a été vraiment très fort pour servir les dieux d'Égypte. C'est une aventure assez incroyable. Oui, c'est vraiment une aventure magnifique avec pour moi le désir effectivement de faire connaître à nouveau mieux les collections grenobloises, puisqu'il faut savoir qu'on a un fonds d'art égyptien qui est le 3e en importance en province, après Lyon et Marseille, et qui était un petit peu, je dirais, délaissé par tout le monde, je dirais aussi bien en interne au musée que de la part des Grenoblois. Donc j'ai eu cette idée je suis allé voir le président du Louvre à l'époque en disant, écoutez, j'aimerais relancer l'intérêt autour de ces collections. Est-ce qu'on pourrait imaginer un partenariat, une grande exposition autour de nos collections augmentées de celles du Louvre? Et c'est devenu donc cette exposition avec une formidable conservatrice du musée du Louvre, Florence Gombert-Meurice, qui nous a accompagnés dans ce projet. Il y a peut-être un petit regret, c'est que pour l'instant, le département d'égyptologie au musée de Grenoble n'est peut-être pas mis en valeur comme il devrait l'être. Non, alors c'est vrai que c'est un de mes regrets, c'est qu'on a lancé, donc à la suite de cette exposition, le projet était de faire une nouvelle présentation de ces collections. Bon, ça a pris un peu plus de temps, donc ça se fera après mon départ. Donc actuellement, hélas, rien n'est présenté de cette collection, mais mon successeur va s'y atteler. On en parlera de votre successeur en quelques mots. Vous avez aussi permis des découvertes des artistes parfois un petit peu plus difficiles. C'était aussi un challenge. Oui, c'est une vocation du musée de Grenoble, en dehors des grands noms, des grands classiques de la modernité, d'aller vers des artistes moins connus du grand public, mais qui sont en même temps déjà de grands artistes confirmés, je dirais, au plan international. Et c'est comme ça qu'on a pu montrer un certain nombre de grands artistes à Grenoble. Et je suis à la fois très, très heureux qu'ils aient accepté de collaborer avec nous et puis très fier de ce qu'on a pu présenter aux Grenoblois. Et vous avez notamment réussi à concilier certains de ces artistes contemporains avec le souci environnemental de la ville, avec l'exposition de la nature. Alors c'était l'an dernier, effectivement, une exposition qui réunissait 4 artistes. Il y avait à la fois un Italien, Giuseppe Pennone, et un Français, Philippe Cognier, un Allemand, Wolfgang Leib, et une Espagnole, Cristina Iglesias. Et ces 4 artistes, effectivement, ce qui les réunissait, c'était cet intérêt pour les questions autour de la nature, comment ils avaient intégré ce questionnement-là dans leur démarche, et de manière très très différente. Et ça permettait, je crois, vraiment d'éclairer la relation des artistes d'aujourd'hui avec quelque chose qui nous préoccupe tous. Oui, c'est une façon de montrer que les artistes vivent aussi avec leur temps, qu'ils ont les mêmes préoccupations que nous et qu'ils les expriment d'une autre façon. Absolument. Les artistes vivent bien sûr dans notre temps et souvent ils anticipent l'avenir. Et puis, vous avez aussi proposé des expositions hors les murs, parce que l'art, c'est une ouverture sur le monde. Oui, c'était important pour nous de sortir aussi de ce magnifique bâtiment qu'est le musée de Grenoble et d'aller à la rencontre des Grenoblois là où ils se trouvent et là où ils ne viennent pas forcément nous rencontrer, si vous voulez. Donc, depuis quelques années, une fois par saison, on organise une exposition dans un quartier de Grenoble, dans un lieu très différent. Ça peut être une bibliothèque, une maison des habitants, une maison des jeunes. Et pendant un mois, on a deux médiateurs et un ensemble d'œuvres originales qui sont présentées et qui, effectivement, sont là pour créer le contact entre des publics un petit peu tenus éloignés de la culture, des arts et la collection du musée de Grenoble. Alors, vous l'avez dit, le musée de Grenoble a un fonds très riche et régulièrement, voilà, vous essayez de sortir quelques œuvres pour les mettre en avant. C'est le cas avec les peintres et les artistes dauphinois à qui vous avez consacré aussi des expositions. Une exposition, oui, alors qui a été malheureusement programmée au moment de la pandémie, alors qui a un petit peu souffert de ça. C'était Grenoble et ses artistes au XIXe siècle. Et c'est vrai que là, il y a eu vraiment, comme il y a encore, tout un terreau d'artistes formidables qui vivaient à Grenoble au XIXe siècle. Et il fallait revenir sur cette histoire et la mettre en valeur. Voilà, et ces tableaux, on peut toujours en voir certains dans la collection permanente. Absolument. Il y a une salle, enfin il y a même plus qu'une salle, qui sont consacrées aux artistes dauphinois et notamment les grands peintres du paysage.
Et finalement, la dernière exposition que vous avez présentée, c'était la semaine dernière. C'est une exposition de photographie, un don d'Antoine de Galbert grâce au lien que vous avez pu tisser avec lui, comme avec les artistes. C'est ce qui ressort quand on voit un petit peu des articles sur vous, ou des gens qui discutent avec vous. On dit qu'il y a eu un lien vraiment très fort avec les artistes. Oui, c'est vrai que je pense que les artistes sont des êtres un petit peu d'exception dans notre société, et de pouvoir les côtoyer, échanger avec eux, les faire connaître, c'est vraiment une mission exaltante. Alors avec Antoine de Galbert, qui n'est pas un artiste, mais qui est un collectionneur. C'est une forme d'art aussi, parce qu'il choisit, voilà, il a une collection, enfin, c'est pas au hasard, quoi. C'est sa forme d'expression, oui. Je dirais, la collection. Et là, en l'occurrence, c'est aussi un grand mécène, puisqu'il a constitué avec moi une collection de photographies pour le musée, qui est présentée. C'est un ensemble tout à fait impressionnant. Et vraiment, je suis très, très reconnaissant à Antoine de Galbert, qui est un Grenoblois d'origine. C'était vraiment ces Grenoblois qui ne sont plus ici, mais qui sont très reconnaissants envers leur ville, envers leur musée, de les avoir ouverts à la culture et aux arts. Ah, c'est une exposition qu'on peut donc voir en ce moment. Est-ce que vous savez vers quel chemin vous souhaitez vous diriger à présent ? Écoutez, ça ne sera jamais très loin de l'art et de la culture en général, parce que ça fait vraiment partie de ma vie. Donc j'ai quelques projets en tête, peut-être un peu prématuré d'en parler, et puis peut-être quelques voyages aussi. Voilà, les voyages, c'est l'ouverture comme l'art. Merci beaucoup. Et puis, on signale quand même que c'est Sébastien Goepkalp qui vous succédera dans quelques jours. Il est actuellement directeur du Musée national de l'immigration à Paris. Et on lui souhaite évidemment le meilleur, tout comme à vous. Merci beaucoup, Guy Tosato. Merci. Quelques rendez-vous et idées de sortie, à part le musée évidemment, c'est le ballet de Noël par excellence, Casse-Noisette d'après le conte d'Hoffmann et sur la musique de Tchaïkovski. Les jouets prendront vie vendredi soir sur la scène du Summum de Grenoble grâce au Saint-Pétersbourg Ballet Russe. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère de fête font de Casse-Noisette un spectacle pour toute la famille. Et puis Ali Debouze et Philippe Fontaine forment le Madruga duo. Ils se produiront vendredi soir à la Galerie Atelier de Bernin. Guidés par le oud, le luth oriental et quelques guitares, le piano improvise des couleurs délicates et contemporaines, d'où s'échappent les échos du blues, du flamenco et de la musique orientale. Un univers chaleureux de poésie, de sensibilité et d'émotion. Un retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.